Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes de nouveau à votre émission culturelle régionale Mosaïque, qui vous arrive aujourd'hui pour, j'espère, toute la saison du jardin de la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. C'est pas merveilleux. On adore ça être dehors. J'espère qu'on va passer de nombreuses rencontres dans ces conditions merveilleuses. Alors, aujourd'hui, on accueille Christiane Lévesque, gestionnaire d'événements culturels. Puis, est-ce que tu as d'autres titres? Selon les mandats, le titre change, oui, en effet. Directrice générale du Festival des couleurs de Rigaud, coordonnatrice des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, consultante aussi, selon les différents mandats qui me sont octroyés. Donc, ça peut changer au fil du temps. Tu es une femme qui porte toutes sortes de costumes dépendant des besoins. Oui, toutes sortes de chapeaux. De chapeaux, oui, c'est ça. Oui. L'expression, c'est le chapeau, c'est pas le costume. Bon, d'accord. Mais des costumes aussi. Bien, surtout dans le cas des seigneuriales. Oui. Voilà, ben oui. Alors, bon, Christiane, moi, j'aime ça savoir d'où viennent les gens, qu'est-ce qui les a amenés, où est-ce qu'ils sont. Puis alors, j'aimerais savoir où tu es né, puis dans quel compte ta famille, un petit peu ton histoire, là, tu sais. Bien, je suis née dans la paroisse Sainte-Geneviève, à Sainte-Geneviève de Pierrefonds. Donc, je suis native de Pierrefonds, de l'ouest de l'île de Montréal. J'ai habité là jusqu'à mes 22 ans. Après ça, bien, j'ai fait la ruée vers l'ouest. Donc, ça, c'est nous, là! Ça, c'est ici, en 94, en 1994. Oui. C'est pas 1800, quand même! Donc, je suis déménagée dans la région. Oui. Première ville était l'Île-Perrot, ensuite Vaudreuil-Dorion. Puis, je suis à Vaudreuil-Dorion depuis de nombreuses années déjà. Donc, j'arrive de là, j'arrive d'un petit peu plus à l'est, mais avec un sentiment de, je dirais plus juste ma terre d'adoption parce que c'est pas loin, mais mes enfants sont nés ici, sont élevés ici, bien, là, sont grands maintenant. Oui, ça fait partie, je suis chez nous ici, là. Oui, ah ben, je peux bien te comprendre. Je suis un peu plus jeune que toi comme citoyen de la région, je comprends très bien la chose. Puis, OK, mais qu'est-ce qui t'a amené là, vers ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu t'es dirigé vers la culture? Qu'est-ce qui, dans ta vie, dans ton milieu, qu'est-ce qui t'a entraîné? Est-ce que c'est la famille? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose dans la famille autour de la culture? Ou est-ce que... Je ne sais pas. Bien, je dirais que à partir du primaire, je participais toujours à des activités culturelles de l'école, au secondaire aussi. J'avais gagné le prix de la vie étudiante parce que j'organisais plein de trucs à l'école. Après ça, au collégial, j'ai étudié en cinéma. J'ai adoré mes cours de littérature. J'ai tranquillement développé aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était historique. À l'université, j'ai fait mon baccalauréat en animation et recherche culturelle. J'ai terminé mes années universitaires, là, mes 3 ans d'université à l'Université de Bordeaux, en France. Et là, j'étais imprégnée encore de la culture. J'ai eu le privilège d'avoir des parents qui sont nés en 1925 et 1926, à qui je posais beaucoup de questions. Sûrement beaucoup trop à ma mère, à son goût. Mais mon père était plutôt assez volontaire pour me raconter beaucoup d'histoires. Donc, et c'est là qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais énormément de connaissances que je ne savais pas, parce que pour moi, c'était ce que j'entendais. Par exemple, mon père faisait partie des zouaves pontificaux, il était officier dans les zouaves, il participait à toutes sortes d'activités, d'organisation de défilés, de processions de la fête Dieu, de chars allégoriques. Donc, il baignait déjà, lui, dans la reconstitution historique, puis moi, ça me fascinait, son uniforme me fascinait. Même s'il ne le portait plus, je l'accompagnais quand même à l'espèce de pèlerinage, parce que moi, quand je suis née... mon père s'était retiré des zouaves pontificaux à ce moment-là, sauf qu'il y avait encore ses objets à la maison, son képi, son uniforme, ses médailles, sa baïonnette, sa trompette.
Est-ce que ça veut dire qu'il est allé à Rome? Non, il n'est pas allé à Rome, non. Non, mais les Zouaves, qui sont les soldats du pape, il y en a encore aujourd'hui, très peu. Mais il y en a encore aujourd'hui, c'est juste au cas. C'est juste au cas qu'il arrive quelque chose au pape. que le Vatican serait attaqué par je ne sais pas quoi. C'est ça. C'est juste par prudence. Mais c'est aussi, bien sûr, de la reconstitution historique parce qu'il effectuait des campements. Les Zouaves, des campements. D'ailleurs, on peut voir un film qui s'appelle Avec tambour et trompette, qui a été produit par l'ONF. Où est-ce que c'est le rassemblement des Zouaves pontificaux à Coaticook en 1968, je crois, ou 67, quelque chose comme ça. Mais c'est les Zouaves du Canada ou des Zouaves à l'international? Du Canada. Ah, du Canada. Okay. Oui, c'est ça, du Québec principalement. OK. Oui, c'est ça. Donc, puis il y a eu aussi les femmes qui étaient Zouaves, on les appelait les Zouavettes. J'ai une de mes tantes qui en a fait partie, oui. Ma tante Yvette faisait partie des Zouavettes. C'est comme une façon de dire, bien, nous aussi, pourquoi pas? Nous aussi, on va porter l'uniforme, nous aussi, on va s'impliquer. Mais ça a duré moins longtemps que les Zouaves masculins. Mais il reste que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie du folklore aussi. Ouais. Aujourd'hui, on parle aux jeunes de ce que c'est qu'un des Zouaves pontificaux. Souvent, ils n'ont aucune idée, sauf si poser la question à mes enfants. Oui, bien forcément, là, ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Donc, j'ai découvert en regardant justement le documentaire sur les Zouaves pontificaux que c'est de là que me venait cette passion-là pour la reconstitution historique, pour l'histoire. Puis après ça, bien, avec tout ça, une autre passion s'est développée, celle pour la Nouvelle-France. Donc, l'histoire de la colonisation. Puis ça, c'est un rapport avec Bordeaux. Est-ce que le fait d'avoir fini ton diplôme à Bordeaux, d'avoir reconnecté avec la France, puis la filiation française, ça n'a pas vraiment de rapport? Non, parce qu'à ce moment-là, je savais que j'aimais l'histoire, mais j'avais pas encore trouvé ma période de l'histoire qui m'inspirait. Okay. Jusqu'à temps que j'entende des tambours militaires. Pour moi, ça vibrait en dedans de moi. Donc, je pense que j'ai déjà été au front à cette époque-là. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose en dedans de moi. Ça me fait vibrer énormément, toute cette période-là de notre histoire à nous, mais aussi de voir ce lien-là avec les Premières Nations, le début de notre territoire ici, par rapport aux Français quand ils sont arrivés, mais aussi ce qui était déjà là bien avant. Donc, les gens qui étaient là bien avant et grâce à qui beaucoup ont survécu et qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. On parle des Premières Nations. Oui, on parle des Premières Nations. Donc, j'ai beaucoup de respect envers la culture autochtone. Je trouve que c'est pas assez mis en valeur et c'est pour ça qu'au seigneurial, c'est un devoir d'avoir une partie de la programmation qui est rattachée aux Premières Nations. Oui, je pense qu'on ne parle pas suffisamment de la relation qui était quand même assez harmonieuse avec les Amérindiens, des Français qui étaient ici, en partie parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'ils ont appris beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'ils n'auraient pas su vivre dans le territoire sans l'aide des Amérindiens, mais qui s'étaient construits des liens puis qu'avec la colonisation des Anglais, lorsqu'on était conquis, bien, les choses ont changé parce que la vision de nos nouveaux dirigeants n'était pas du tout la même. Ils ne voyaient pas les nations autochtones comme... Exact. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est d'entendre les anecdotes, aussi de prendre conscience de l'apport matériel et immatériel des Premières Nations dans notre vie encore aujourd'hui. Puis d'être entourée, je suis très à l'écoute à ce qu'ils ont à raconter. Puis pour moi, bien, ça fait partie de nous. Hein? Plusieurs d'entre nous, on en a des racines autochtones. Puis c'est ça. Donc pour les seigneuriales, c'est important qu'ils en fassent partie, autant dans le comité organisateur que dans ce qui est présenté aux festivaliers. Puis aussi de faire vivre l'histoire, de sortir l'histoire des livres, d'être en 3 dimensions, mais de stimuler tous les sens à travers
cette expérience immersive-là qui est les seigneuriales. Donc, c'est sûr que moi, ça m'allume énormément parce que je suis moi-même passionnée par ça. Et aussi de comprendre parmi les groupes de reconstitution, selon ce qu'ils présentent, que ce soit la vie militaire, des habitants, des nobles. C'est différentes époques aussi qui sont représentées. Différentes périodes. Donc, si on prend les militaires, par exemple, on peut avoir des reconstituteurs qui vont plus être en lien avec le régiment Carignan-Salière. Ou après ça, bien là, on va accompagner Franche de la Marine ou l'armée de terre. Donc, ils ont toutes des manœuvres militaires différentes. Ils ont des hiérarchies à travers aussi chaque groupe. Puis c'est de naviguer à travers ça, puis de les respecter aussi dans ce qu'ils ont à apporter, parce que la mission première des seigneuriales, c'est bien sûr d'éduquer. Il y a une mission éducative derrière ça, mais il y a aussi d'amener à faire découvrir et faire connaître notre persistance seigneuriale dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Notre histoire. Notre histoire et le fait qu'on est entouré. Il y avait 5 seigneuries ici dans Vaudreuil-Soulanges à une certaine époque. Les descendants de la dernière famille seigneuriale qui sont toujours présents qui sont là. Et il y en a qui viennent chaque année. Il y en a qui habitent la région. Il y en a qui sont... Donc, puis on a encore des lieux magnifiques, merveilleux qui sont imprégnés de cette histoire-là, de ce passé-là. Donc, et notre passé est bien souvent le présent dans d'autres cultures. Donc, quand on a des nouveaux arrivants qui viennent au seigneurial, ils peuvent avoir des références par rapport aux métiers traditionnels, aux métiers anciens, aux façons de faire. Donc, ils ont aussi un apport à ça. Les seigneurials, c'est un événement où est-ce que toutes les générations peuvent s'y retrouver. Oui, mais là, tu as parlé des nouveaux arrivants. Oui. Est-ce que tu as remarqué que les seigneuriales étaient fréquentées davantage avec les années par les nouveaux arrivants? Oui, absolument. C'est intéressant, absolument. ça. Oui, bien... Ça qu'ils s'imprègnent de notre histoire. Oui, ça devient la leur par la force des choses. Bien, absolument, c'est ça. Est-ce que les seigneuriales, c'est ton premier gros bébé quand tu as fini tes études? Oui. C'est mon premier gros bébé, oui. Parce que quand j'ai commencé à travailler au musée, j'étais au service éducatif. Ah, OK. Tu as commencé au musée comme tel. Oui, au musée, au service éducatif, avec ma collègue Chantal Séguin. Oui. Puis, est arrivé avec ça plein de projets. Les fêtes d'enfants, ça n'existait pas. J'en ai fait un projet pilote avec mes enfants, qui étaient beaucoup plus jeunes à cette époque-là. Puis, c'est resté comme service offert par la suite. J'ai animé. C'était des fêtes d'enfants thématiques, où est-ce qu'il y avait toujours un volet historique à chaque fête, un volet artistique à chacune des fêtes. Il y a eu aussi des activités thématiques familiales. Qui existent encore. Qui existent encore aujourd'hui. Okay. Donc, ça aussi, ça fait partie des projets sur lesquels j'ai travaillé. Les visites d'école, ça existait déjà. Okay. Ça existait déjà avant que j'arrive. Mais à partir du moment où moi, je suis arrivée au musée, c'est des projets que j'ai montés puis qui existent encore aujourd'hui, puis j'en suis bien fière. Alors, je suis heureuse de voir que ça continue. Mais aujourd'hui, tu n'es pas particulièrement associée au musée. Tu l'es à travers les seigneuriales. À travers les seigneuriales, oui. Tu as ta propre entreprise, puis tu gères comme le Festival des couleurs de Rigaud, entre autres. Oui, le Festival des couleurs de Rigaud, c'est arrivé aussi en 2015. Pendant l'été, j'ai reçu un appel de la présidente du conseil d'administration qui m'annonçait que le DG qui est en poste avait quitté ses fonctions, puis qu'il restait peu de temps avant la tenue de l'événement. Donc, on m'a demandé si je voulais accompagner le conseil d'administration à mener à terme le projet, donc à livrer, en fait, le festival. Ouais. Donc, j'ai accepté. Puis je suis encore pour la corporation du Festival des couleurs depuis ce temps-là. Là, à combien de saisons avec le Festival des couleurs? 4-5 ans? Ce sera ma 6e édition. OK. La première édition, elle était déjà... amorcée avant oui, ton c'est arrivée, ça. Donc moi, j'ai livré. Mais après ça,
Oui, donc depuis 2015. Puis est-ce que tu as amené l'événement, tu lui as donné une nouvelle direction ou est-ce Bien, je considère que j'y ai apporté une certaine couleur qui est la mienne. Ouais, j'imagine. C'est pas terminé parce que c'est les événements, il faut qu'ils se renouvellent, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut garder une base qui est le canevas, qui est la toile de fond de l'événement, puis y intégrer à ça des piliers dans la programmation. Puis ensuite, bien là, on y apporte une certaine créativité dans ce qu'on veut présenter aux festivaliers parce qu'on veut plaire encore là à toutes les générations autant que possible. Surtout que ça se passe la fin de semaine de l'Action de grâce, où est-ce qu'il y a beaucoup de rassemblements familiales, donc de familiaux plutôt. Puis c'est ce qui nous amène à vouloir aussi faire en sorte que c'est un événement rassembleur, c'est extérieur, c'est le dernier événement de la saison avant qu'on entre à l'intérieur des maisons. C'est ça que l'hiver arrive. C'est ça. Donc, il faut profiter des couleurs que Rigaud nous offre, hein, parce que c'est à Rigaud que l'automne est le plus beau. Oui, on a la montagne, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Donc, la montagne, il faut la mettre en valeur. Ouais. Et le Festival des couleurs, bien, c'est la mise en valeur de la montagne, des sentiers. C'est de créer une opportunité aux gens, aux citoyens, de venir partager un moment, d'assister à un spectacle, de venir découvrir des produits dans le marché des saveurs, de s'acheter une œuvre dans l'espace artisan, de profiter aussi de l'animation qui est là, d'aller marcher dans les sentiers. Donc, c'est le temps. C'est pas juste local. Il y a des gens qui viennent de Montréal, qui viennent d'ailleurs au festival. Oui, oui. C'est au-delà des frontières de la région. Oui, absolument, absolument. C'est un événement qui... En 2019, on avait atteint 52 400 visiteurs. Oh, pour ce fait. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il a fait très beau. Ouais. Quand il fait beau, ça aide énormément. Oui. Bien, tous les événements extérieurs comme Mais à tous les ans, on ne sait jamais quelle sera la température, c'est certain. C'est un événement extérieur. Puis des fois, bien, Dame Nature est plus forte que nous, hein, le plus de pouvoir que nous. Donc, il faut s'adapter. Mais Christiane, c'est ça. Bon, ça, c'est deux des événements que tu organises, mais tu es une gestionnaire d'événements. Oui. Alors, tu fais des événements, de gros événements pour des municipalités ou comme là, c'est à la MRC, le musée, je ne sais pas trop à quoi attribuer ça. Là, mais tu fais aussi tu gères ou tu organises des événements à différents niveaux. Oui. Oui. Quand je suis consultante, il y a des villes, des entreprises qui ont besoin de mes services, des organismes aussi. Pas nécessairement de la région de Vaudreuil-Soulanges. Ça arrive parfois que ça vient de l'extérieur. Okay. Où est-ce qu'on me demande de venir les accompagner. Et parfois, le mandat se poursuit. Je le fais présentement avec le Festival de la Galette de Saint-Eustache. Parce que ça a commencé pour un mandat, puis après ça, bien... Je considère que je fais partie de leur équipe aussi, donc très agréable de travailler avec eux. Où est-ce que j'amène l'expertise que j'ai, les connaissances que j'ai. Je partage avec eux aussi bien, mon opinion. Ah, bien, forcément, oui, oui. Et ils me consultent, puis je les accompagne, puis je le fais... avec cœur. Oui, avec cœur. Ouais. Puis je prends pas n'importe quel mandat non plus. Il faut vraiment que je me sente bien et il faut que je sache... En dedans de moi, il faut que j'aie vraiment cette conviction-là que je suis en mesure de bien accompagner, d'aider les gens qui me demandent d'être là pour eux. Puis des fois, c'est une programmation estivale. Des fois, ça va être de faire un peu d'accompagnement. Je l'ai fait aussi pour le parc historique de la Pointe-du-Moulin pendant un bout de temps. Donc, des fois, c'est un accompagnement qui est temporaire. D'autres fois, je reste un peu plus longtemps. Ça dépend. Okay. Mais tu fais des événements même privés. Oui, là, ça peut être privé aussi. Si quelqu'un a besoin d'avoir une organisation quelconque. Quand on cherche Christiane Lévesque... Christiane Lévesque. LinkedIn, Facebook. OK. Oui, on peut me contacter. Puis... Je vais me marier, là. Oui. Je te dirais que les mariages, c'est pas ce que je préfère faire. J'imagine. Mais je vais encore là bien choisir les gens.
que je vais aider. Mais là, hein. j'espère que J'ai déjà- tu me repousseras pas si jamais je fais appel à toi. Bien sûr que non. Mais c'est ça. Donc il faut aussi être conscient de ses propres limites quand on a envie d'avoir quelqu'un qui les aide à organiser leur événement. Nous, on n'a pas nécessairement une baguette magique pour pouvoir tout créer. Ça demande Non. quand même une implication de la part de la personne qui requiert ce service-là. Ouais. Puis aussi, bon, on est en mesure de choisir dans quoi on est bon en tant que gestionnaire d'événements, en tant qu'organisateur. Ouais. Et puis, j'ai cette grande chance-là, moi, en fait, ce privilège-là d'avoir plein de contacts. Donc, ce qui fait que parfois, des mandats, je vais les prendre, mais je vais me faire accompagner par quelqu'un qui a une spécialité dans son univers. Puis j'aime bien aussi le travail d'équipe. Ça arrive souvent que je travaille seule, mais à ce moment-là, bien, je vais consulter ou je vais aller me chercher des coéquipiers qui sont en mesure d'aider à l'événement, d'aider l'événement à être mieux structuré, mieux préparé pour un livrable adéquat. Là. Ça, c'est certain. Donc, j'aime bien m'entourer de meilleurs que moi dans leur domaine. Je trouve que ça fait des bonnes équipes de travail. Moi, je trouve que c'est une attitude professionnelle. Tu sais, vraiment, c'est ça. Hey, ouais, puis t'as un autre aspect dans ce que tu fais, là, dont on... Évidemment, parce qu'on se parle un petit peu avant nos rencontres télévisées, là, qui est le... Comment on appelle ça? Là? Tu travailles avec les... Pas centre funéraire, le salon funéraire. La maison Roussin. funéraire Maison Roussin, funéraire, oui. OK, c'est ça. Ouais. C'est lors des funérailles? Oui, bien, pour la maison funéraire Roussin, c'est la propriétaire, Annie Dubé, qui est venue me rencontrer, bien, qui m'a demandé à me rencontrer. Elle m'a proposé d'être célébrante. Elle m'avait vu prendre la parole à quelques reprises dans le cadre de mon travail. Oui. Parce que mon métier premier, c'est l'animation. C'est ça mon métier c'est ça. premier. Ta formation, c'est de l'animation. L'animation OK. et de la gestion d'événements. Mais donc, faire de l'animation, faire un peu ce que tu fais. Et aussi... J'ai pas de diplôme, toi, puis moi. Et aussi faire de la radio, prendre la parole en public, c'est ça mon métier de base. OK. Donc, c'est certain que quand Annie m'a proposé d'être célébrante, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est quelque chose auquel j'avais pensé depuis un bout de temps déjà. Oui, OK. d'œuvrer dans le domaine funéraire. À cause d'une expérience familiale ou... Bien, je dirais que moi, j'ai apprivoisé la mort avec le temps. Quand j'étais petite, j'avais peur de tout ça. Moi, rentrer dans un salon funéraire, pour moi, ça me faisait peur. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas ça. Oui, ça me faisait peur. Puis tranquillement, je me suis dit, je peux pas avoir peur de ça tout le temps. Il faut que je trouve une façon. Parce que moi, je fais ça. Hein? J'ai des défis, puis je veux essayer de les régler. Je veux essayer de voir comment est-ce que je peux... qu'est-ce que je peux apporter dans ça pour être capable de mieux le vivre. Puis c'est ça. Puis tranquillement, je me suis développé des façons où je me donnais des défis à chaque fois. J'allais un peu plus loin dans le salon funéraire jusqu'à temps que je puisse être vraiment... directement là, sur place, où est-ce qu'il y a le défunt. Puis c'est ça, donc quand elle m'a approchée, tout de suite, je me suis sentie inspirée par ça, parce que c'est quelque chose auquel j'avais pensé déjà. Puis là, bien, j'avais une opportunité. Donc, être célébrante pour des funérailles qui sont non... c'est demandant. Oui, c'est non religieux quand même, mais oui, bien, c'est demandant. Moi, je m'impose un rituel personnel à chaque fois que j'en fais. Quand j'arrive à faire l'écriture des textes, j'ai toujours la photo de la personne décédée avec moi qui m'accompagne parce que je suis un peu un imposteur là-dedans. J'ai pas connu la personne décédée. La famille, je la connais pas. Je la rencontre au moment où j'arrive ou des fois, je parle au téléphone. Ben oui, avant, tu rencontres la famille? Bien, je la rencontre pas avant, mais des forcément. fois, ça va arriver. Mais oui, il y a d'autres personnes à la maison funéraire qui, eux, vont les rencontrer. Mais moi, en tant que célébrante, parfois, j'ai l'occasion de leur parler, de parler à un des membres de la famille. Mais quand j'arrive sur place, je me suis connectée avec la personne décédée d'une certaine manière. J'ai écrit le texte, puis je le fais comme si c'était ma sœur, mon père,
ma mère qui était décédée. Donc, je le rends le plus personnel possible, avec le plus d'émotion et de compassion aussi dans tout ça. Donc, pour moi, c'est certain que ça me permet aussi de me grounder. Quand je suis trop longtemps sans en faire, ça me manque. J'ai comme besoin, c'est comme faire un pas de recul pour moi. C'est comme un peu une période de méditation, puis je vois que c'est un moment privilégié au moment où je le fais aussi, parce que je partage ce moment-là où est-ce que les gens sont très vulnérables, parce qu'ils sont dans la peine, la tristesse, le deuil. Puis si je peux leur apporter un peu de réconfort au nom de la personne qui est décédée, bien pour moi, c'est important, là. C'est gratifiant aussi. Mais je le fais parce que bien, mes parents sont tous les deux décédés, donc j'ai vécu ça et je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un de proche. Donc, si moi, je suis en mesure de prendre la parole et de contribuer, bien, pourquoi pas? Non, je comprends. Puis c'est quelque chose qui vient nous chercher. Oui. Puis si on s'est connecté avec les gens, c'est vraiment précieux. Oui, absolument. Puis ça me change aussi du reste des choses que je fais. C'est un peu plus extérieur. Absolument, absolument. Ça change. Puis c'est correct parce qu'il faut faire un peu de changement dans nos vies, là. Moi, la routine au quotidien, pour moi, c'est pas inspirant. Moi, je vais m'inspirer quand ça me prend des nouvelles choses, c'est ça. Des défis nouveaux. Oui, c'est ça. Wow. J'ai quand même été agente aussi d'artistes, des conteurs, des musiciens pendant plusieurs années. Oui. Donc, encore là, j'avais d'autres défis qui étaient là. J'ai adoré faire ça. J'ai été capable de Mais bien... faire les deux choses, ça devait être un peu difficile. Bien, moi, je suis une femme orchestre. Je fais plein d'affaires en même temps. OK. Mais je me rends compte que à 49 ans, ça se peut que je sois obligée de choisir. Et ça fait partie de ma... Parce que cette année, j'aurai 50 ans, puis je le dis fièrement parce que j'ai hâte d'avoir ce chiffre-là. Pour moi, c'est une célébration de ma vie. Habituellement, à chaque changement de dizaine, je fais une rétrospective de mes 10 dernières années, puis je fais une projection de mes 10 prochaines années. Là, j'ai juste envie de faire la fête, j'ai juste envie de célébrer ces 50 ans-là. Puis, Bien, je te souhaite un merveilleux 50e anniversaire. Bien, merci, merci. Écoute, je te remercie. C'était vraiment une magnifique rencontre. Puis, bien, ça me fait plaisir. Puis je t'ai arrêté, je sais. Des fois, quand on jase, on ne peut plus s'arrêter parce que c'est vraiment intéressant. Merci grandement. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Bien, regarde, tout le plaisir est pour moi et pour les téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, cette année, on démarre sur des chapeaux de roue avec une merveilleuse entrevue avec Christiane Lévesque, qui est gestionnaire d'événements, puis que vous avez appris à connaître à travers notre émission. Alors, vous voyez comme on est dans un contexte extraordinaire, que ça ouvre les cœurs, ça nous permet de s'exprimer. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mosaïque dans le jardin de la maison Félix-Leclerc. Alors, à très bientôt. Alors, je vous salue. Au plaisir.